Le plaisir d'accueillir euh, Seydi Abba. Seydi Abba qui est un journaliste écrivain euh, qui est spécialiste du Sahel et du bassin du lac Tchad. Il a été rédacteur en chef de l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique et chef du bureau parisien de l'agence panafricaine d'information Panapresse. Ancien chroniqueur et reporter au Monde Afrique, groupe Le Monde, il décrypte régulièrement l'actualité africaine sur les médias internationaux tels que BBC, France 24, Deutsche Welle et TV5 Monde. Depuis 2006, Sidi Abba est chercheur associé à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, où il a obtenu sa thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Ses recherches ont porté sur l'extrémisme violent autour du bassin du lac Tchad. Et à cet effet, il est auteur de plusieurs publications, dont le dernier qui porte un peu sur ce qu'il a appelé notre Afghanistan à nous, parlant de ce qu'il a appelé lui-même le Sahélistan. Aujourd'hui, nous avons un observateur quand même avisé sur la question qu'il va aborder avec nous, qui va porter notamment sur la question de l'embrigadement des acteurs dans le cadre du conflit au Sahel, où il est question régulièrement des questions en lien avec les religieux. Comment est-ce que la religion participe comme un facteur d'embrigadement des acteurs qui sont engagés dans ce conflit-là? Avant de lui donner la parole, je tiens à informer le public que c'est une séance qui sera enregistrée. Donc, à cet effet, ceux qui ne souhaiteraient pas voir leur image associée peuvent désactiver leur caméra. Et voilà. Sidi Abba, merci, vous avez la parole. merci, un grand merci à Youssouf et à l'ensemble de la chaire ICAO, Islam contemporain en Afrique de l'Ouest, pour cette invitation, mais aussi pour l'impressionnant travail de préparation qui a été fait, un travail minutieux. Ça fait presque longtemps que cette conférence se prépare et je vous avoue que j'ai été impressionné par la rigueur qu'il y a dans ce travail de préparation. Et je suis d'autant plus heureux que je veux parler du bassin du lac Tchad, dont je suis moi-même originaire, et compte tenu du contexte dans lequel aujourd'hui notre conférence se tient, c'est toujours intéressant de parler du Sahel, mais aussi de parler du bassin du lac Tchad, parce que, comme vous savez, l'agenda international a été presque confisqué ces derniers temps par une actualité, la guerre en Ukraine, et les projecteurs se sont éloignés de certaines parties du monde où il y a des conflits, qui en sont devenus les angles morts, particulièrement le bassin du lac Tchad. Et je suis très heureux donc de pouvoir faire cette présentation et avoir cet échange-là avec vous. Mais avant, je souhaite, puisque nous sommes en début d'année, présenter à l'UCAO et à tous les participants mes voeux le meilleur pour cette année, qu'elle vous apporte la joie, le bonheur, la santé, et qu'elle apporte aussi la paix et la stabilité dans le lac Tchad. Alors, le thème a été présenté par Youssouf, et je voudrais, avant d'arriver au thème lui-même, faire deux précisions d'ordre épistémologique pour qu'il n'y ait pas une incompréhension par la suite. La première précision, certains collègues chercheurs qui travaillent sur la question s'étonnent que moi, je continue à parler de Boko Haram, alors que beaucoup parlent plutôt de Isawap, c'est-à-dire l'État islamique, la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. En réalité, moi, j'ai une préférence pour Boko Haram parce que, comme vous savez, en mars 2015, Boko Haram avait fait allégeance à l'État islamique et était devenu la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, Issawa. Mais il se trouve que l'année suivante, en 2016, il y a eu une scission dans les rangs de Boko Haram. Et il y a le groupe de Aboubakar Shekau et le groupe qui est formé par le tandem Mamanour et Barnawi qui est parti dans le bassin du lac.
Et quand il y a eu cette scission, l'État islamique central au Levant avait décidé d'adouber le groupe de Barnawi et de Nour. Et Shekau s'était rebellé et a considéré que lui, il ne fait plus partie de Issawab. Il ne fait plus partie. Donc, aujourd'hui, si vous dites Issawab, en réalité, c'est que vous parlez d'une aile de Boko Haram. Mais si vous choisissez comme moi de dire Boko Haram, vous parlez de Boko Haram originel, même s'il y a eu par la suite une session. Donc, c'est pour ça que moi, je parle plutôt de Boko Haram que de Issawab, mais Issawab étant une partie de Boko Haram. La deuxième précision épistémologique, c'est concernant le fait religieux. Et le fait religieux dont je parlerai ici, c'est l'utilisation de l'islam comme argument de recrutement, comme argument de persuasion pour que les uns et les autres rejoignent Boko Haram. C'est aussi dans ce que j'appelle le fait religieux, le rapport de Boko Haram avec la religion. Comment je vais aborder, vous allez voir dans la présentation, comment Boko Haram se comporte avec la religion. Et troisième dimension, c'est aussi le rapport entre Boko Haram et ce qu'on peut appeler un peu l'ordre religieux établi. Donc, vous savez, en islam, on n'a pas de clergé, mais on a des autorités religieuses, à part le cas du Sénégal, sur lequel j'ai moins de compétences que Youssouf, qui est un islam confrérique. Dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de confrérie en tant que tel. Mais il y a des autorités religieuses, des gens qui sont respectés du fait de leur connaissance, qu'on peut appeler des cheikhs, qu'on peut appeler Massani en Hausa, qu'on peut appeler Goni en Kanuri. Donc, Goni, moi, je suis du sud-est du Niger. Quand on dit que quelqu'un est un Goni, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît la religion, qui est avancée. Donc, je vais parler aussi des relations entre Boko Haram et ce type de personnes. Donc, après ces deux précisions épistémologiques importantes qui permettent de ne pas avoir des incompréhensions dans notre discussion, je vais venir à mon sujet en essayant d'articuler mon propos autour de trois grandes parties. La première partie, c'est la naissance de Boko Haram en 2002 jusqu'à 2009. Pourquoi ces choix? En 2002, Boko Haram naît à Kanama, sur la frontière avec le Niger, le sud-est du Niger. Et en 2009, Boko Haram passe du mouvement qui s'appuie sur le prosélytisme à un mouvement violent. Donc, c'est important de voir de 2002 à 2009 comment les choses se sont passées. Alors, à la création de Boko Haram en 2002, Mohamed Youssouf, qui en est le fondateur, avait construit toute la dynamique de recrutement des personnes dans les rangs de Boko Haram sur la persuasion, sur le prosélytisme, sur les prêches. Boko Haram faisait des prêches dans les petits villages le soir. Pour ceux qui ont connu cette partie du Nigeria et du Niger, il n'y a pas d'électricité. On a une lampe à pétrole, on pose la lampe à pétrole dans la rue et on fait le prêche et les gens viennent écouter. Et en fonction de votre capacité, de votre capacité de communication, de votre aura, le nombre grossit. Les gens qui sont venus vous écouter aujourd'hui disent aux autres et demain, le nombre grossit, etc. Donc, il faut avoir une capacité de persuasion, une capacité de connaissance du Coran. Et pendant cette période-là, de 2002 à 2009, vraiment, Boko Haram a utilisé la force des arguments. C'est-à-dire que c'est la persuasion. Et ils ont trouvé à la fois dans la connaissance islamique et dans le contexte lui-même. C'est-à-dire que quand Boko Haram disait à l'époque Boko Haram, l'école est illicite, l'école occidentale, il ne disait pas que l'école en tant que mur, il disait aussi que les valeurs que l'école enseigne, l'école occidentale enseigne, étaient des valeurs qui ont perverti la société nigériane. Et c'est extrêmement intéressant du point de vue de la compréhension de la stratégie, parce que Boko Haram expliquait aux gens que si l'élite au pouvoir à Abuja est corrompue et Lagos, c'est parce qu'elle a été formée par l'école occidentale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'électricité à Kanama et à Gaïda,
c'est parce qu'il y a une élite au pouvoir à Abuja qui a été formée par l'école occidentale et qui s'est mise à voler l'argent du Nigeria. 200 millions, 2 millions de barils par jour, et vous n'avez rien. Quand vous écoutez les prêches, moi j'ai écouté les prêches en Hausa et en Kanuri, les prêches disaient justement cela. Ils disaient aux gens, écoutez, voilà, ici, il n'y a pas d'électricité. À Abuja, il y a l'électricité. Et à Abuja, il y a des généraux qui ont des voitures. Il y a à Lagos, il y a des terrains vides qui coûtent 1 million d'euros. C'est tout ça, ce qui vous arrive est le fait de l'école occidentale. Parce que l'école occidentale a formé avec de mauvaises valeurs des gens qui sont devenus des voleurs. Donc, ce type d'arguments mixés entre les considérations religieuses, si vous voulez en sortir, tournez le dos à l'école occidentale. Investissez-vous dans l'islam et ses valeurs. C'est comme ça que les choses vont changer au Nigeria. Et ce prosélytisme, cette utilisation de la force des arguments est porteur. Beaucoup de gens commencent à venir, mais ils disent que le discours de ces gens qui font, de ces jeunes gens qui font les prêches, est un discours, comment dire, séducteur. Que ce qu'ils disent avait du sens. Parce que honnêtement, si vous avez vécu dans ces régions-là, et vous entendez les gens dire que bon, il n'y a pas d'électricité à Kanama, il n'y a pas à Gaïdam, il n'y a pas, parce que l'argent a été volé par des gens qui ont été formés par l'école occidentale, qui a formé des voleurs. Et les gens disaient même, dans certains prêches, que s'il n'y a jamais des élections honnêtes au Nigeria, c'est parce que l'école a formé des gens malhonnêtes. L'école occidentale a formé des gens malhonnêtes. Donc, le fait que Boko Haram utilise ce type d'argument a été séducteur et a permis au mouvement d'avoir de la popularité dans la population. Quand ça commence à Kanama, Kanama c'est une petite ville de quelques dizaines de centaines de personnes. Ensuite, c'est devenu tellement important que ça ne pouvait pas rester à Kanama. Donc, Boko Haram s'est déporté vers Gaïdam, qui est une ville intermédiaire, et de fil en aiguille à Gaïdam aussi, avec le même type d'argument, séducteur à la fois mixé de l'islam et des réalités du terrain. Et ils sont partis à Maïdougouri pour s'installer. Et là aussi, à Maïdougouri, ils expliquaient aux gens, vous savez, le sud, le nord-est du Nigeria, qui est la zone de Maïdougouri et des autres, est la zone la moins, comment dire, la moins favorisée par les investissements de l'État central, malgré le pétrole qu'il y a. Et les gens de Boko Haram expliquaient que si aujourd'hui à Maïdougouri, vous n'avez rien, c'est parce qu'il y a des voleurs à Abuja qui ont été formés par l'école occidentale et que si vous voulez que les choses changent, il faut nous rejoindre. Nous, on va vous enseigner les valeurs islamiques qui vont former des gens qui ne vont jamais vous voler, qui vont former des gens qui vont être justes, qui vont avoir peur de Dieu, etc. Ça a été très, comment dire, ça a été très efficace dans la stratégie d'embrigadement des gens qui ont été formés par les gens de Boko Haram. Alors, ce qui est important à observer dans cette phase-là, de 2002 à 2009, c'est aussi le rapport avec l'ordre religieux établi, si on peut parler comme ça. Il n'y a pas pendant cette période de clash, il n'y a pas de remise en cause fondamentale des gens de Boko Haram. Ils n'allaient pas, dans leur prêche et dans leur discours, ils ne disaient pas aux gens, il faut vous révolter contre l'imam, il faut vous révolter contre tel chèque, etc. Non, eux, ils s'occupaient plutôt de convaincre les gens d'adhérer à leur stratégie avec des discours qui empruntent à la religion, mais qui empruntent aussi aux réalités concrètes de la vie des citoyens. Et vous savez, chaque fois qu'un discours porte vraiment sur des choses concrètes que vous pouvez voir, vous réfléchissez à ce que vous entendez. Quand on vous dit que non, aujourd'hui au Nigeria, nous gagnons 2 millions de barils par jour, mais que l'argent est volé, et que l'argent est volé parce que l'école a formé des voleurs. Donc, ça peut, si vous n'êtes pas, je ne sais pas, en tout cas, ça peut faire sens. Et ça, Boko Haram a vraiment été très efficace à partir de là. Donc, pendant cette période, il y a une sorte de, ce qu'on peut appeler une sorte de coexistence pacifique avec l'ordre religieux et avec Boko Haram. Et je pense que ça a été le fait de Mohamed Youssouf, parce que Youssouf lui-même a été formé religieusement dans différentes écoles au Moyen-Orient, un peu en Arabie, et cette utilisation de la force de l'argument a été très utile à cette période. Maintenant, il y a la deuxième période importante, c'est la période de 2009 à 2015. Et cette période est importante parce que, comme vous savez, en 2009,
Shekau est arrêté par les forces de défense et de sécurité nigérianes et il est exécuté de façon, pas Shekau, Mohamed Youssouf, est arrêté par les forces de sécurité nigérianes et il est exécuté de façon extrajudiciaire. Il a été arrêté à cours de son intervention. On a vu, on l'a montré arrêté. Et puis après, les forces qui l'ont arrêté l'ont exécuté. Et jusqu'à présent, l'armée dit que c'est la police dit que c'est la... En tout cas, c'est les forces de sécurité nigérianes qui ont exécuté Shekau. Et à partir de 2009, comme on sait, il y a eu le basculement dans la violence. Et Boko Haram a commencé à utiliser l'argument de la force pour recruter les gens. Ce n'est pas simplement l'islam, mais c'est l'argument de la force pour recruter les gens. On se souvient, pendant cette période, à partir de la période de basculement, il y a eu des attaques contre les, des édifices emblématiques de l'État fédéral, le siège de la police à Abuja, le siège des Nations Unies, et il y a eu aussi pendant cette période beaucoup d'attaques contre les églises dans le nord, et il y a donc pendant cette période-là vraiment une utilisation de l'argument de la force avec les différents attentats qu'on a eus. Et puis, ce qui est important à constater, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme. Boko Haram s'est installé dans une conflictualité avec l'ordre religieux. Et le mouvement a commencé à s'en prendre aux différents chefs religieux, considérant que leur islam était un islam modéré, il était un islam imparfait. Et ça, dans plusieurs prêches qu'on a pu écouter, on a pu constater qu'il y a un prêche dans lequel, en Kanuri, ce que j'ai retranscrit moi-même, dans lequel les gens de Boko Haram sont venus dans un village et ils disent aux gens, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas musulman, mais on ne peut pas dire que vous êtes musulman, totalement musulman non plus. Donc, vous êtes au milieu du gué. On a besoin que vous appreniez l'islam moderne, que vous appreniez l'islam complet plutôt, pas moderne. Et comment, pour eux, franchir le pas de parfaire son islam, serait par exemple que les gens laissent pousser la barbe et que les gens aient des pantalons, plus élevés, puisque les pantalons ne doivent pas arriver aux chevilles. Il faut que les pantalons soient relevés et que, en plus de ça, il faut que dans les villages, les femmes soient habillées, soient plus couvertes, que ça ne soit plus le simple foulard, mais qu'elles portent ce qu'on ne connaît pas dans cette région du Sahel. Et ça peut s'expliquer aussi par les conditions climatiques. On ne connaît pas au Sahel les trucs de burqa intégral qu'on peut voir dans d'autres régions du monde. Les femmes ont un couvre-cheveux qui les couvre, mais il n'y a pas de burqa comme on a pu le voir dans d'autres régions du monde. Et Boko Haram, justement, disait que la façon de parfaire son islam, c'était de faire cela. Donc, pendant cette période-là, de 2009 à 2015, Boko Haram a beaucoup utilisé l'argument de la force et non la force des arguments. Et de ce point de vue, la religion, même si elle est convoquée, elle commence à être convoquée simplement comme justification. Ce n'est pas l'argument qui a été le plus séducteur, qui a été le plus, qui a permis à Boko Haram de recruter le plus de personnes. Et il est évident qu'ils ont continué quand ils viennent faire un prêche dans les villages. Il y a des gens qui s'engagent à leur côté parce qu'ils ont entendu des choses sur le plan de la religion qui leur conviennent. Mais ce n'était pas l'argument le plus fort dans le recrutement. Il y a eu beaucoup de recrutement par la force des embrigadements. Dans le livre que j'avais écrit qui s'appelle Voyage au cœur de Boko Haram, il y a le cas d'un tailleur. Un tailleur, ici en Europe, on dit plutôt, quelqu'un qui fait la retouche. Voilà, donc, et il y a le cas d'un tailleur. Chaque fois que les habits des gens de Boko Haram étaient presque déchirés, il manquait un bouton, etc., ils venaient le voir et c'était lui qui, dans un village du Nigeria, faisait la réparation. Et un jour, ils sont venus et puis quelqu'un a dit, mais ce monsieur, il faut qu'on l'amène avec nous, c'est plus efficace. Comme ça, on n'aura plus à venir au village, il est dans nos rangs et il va travailler pour nous. Et finalement, le monsieur a dit, non, écoutez, moi, je travaille ici. Ils ont dit, ah, mais tu veux refuser de te mettre au service du bon Dieu et par la force, ils l'ont embarqué. Ils sont partis avec lui. Donc, il y a des cas comme ça
que nous avons pu documenter où les gens ont été embrigadés par la force. Mais il y a aussi des gens qui, en écoutant le discours de Boko Haram, comme au tout début, ont pu rejoindre les rangs du mouvement. Et pendant cette période-là, vraiment, on s'est installé dans une démarche conflictuelle avec les chefs religieux, avec les cheikhs, parce que en Afrique, au sud du Sahara, on ne parle pas d'ouléma. On parle de cheikhs, on parle de goni, on parle de massani, on parle, voilà, mais on ne parle pas d'ouléma en tant que tel, parce que c'est plutôt en Afrique du Nord qu'on parle. Donc, Boko Haram s'est installé dans une conflictualité avec les chefs religieux et on a pu documenter des cas où vraiment beaucoup de religieux ont été tués par Boko Haram. Et il y a des cas, notamment à Douchi, qui est un village situé sur la frontière entre le Niger et le Nigeria, où 3 imams ont été égorgés par Boko Haram parce que Boko Haram avait besoin d'instaurer un nouvel ordre islamique et il considérait que l'ordre islamique devait être balayé et tout ce qui le représente aussi devait être absolument balayé. Donc, ils se sont installés dans cette sorte de conflictualité qui les a amenés à tuer les gens. Donc, il y a maintenant, après ces 2 phases-là, il y a la phase de l'internationalisation de Boko Haram, qui est une phase intéressante. Parce que, comme vous savez, Boko Haram, de sa naissance jusqu'à son basculement dans la violence, était un mouvement nigéro-nigérian. C'était uniquement au Nigeria que Boko Haram sévissait, même s'il y a eu quelques incursions, particulièrement au Cameroun, du fait de la proximité entre le nord-est du Cameroun, notamment la ville de Fatakol, qui est presque au Nigeria, parce que bon, pour nous, les gens, les frontaliers, on ne connaît pas les frontières. Les frontières ont été créées par la colonisation, mais nous, on ne connaît pas les frontières, parce que, comme je le raconte dans mon livre, jusqu'en 1970, l'imam de la mosquée de Difa était approuvé par le Chehou, qui est le Chehou Borno. En théorie, Chehou Borno, c'est en Maïdougouri, mais Difa est une ville du Niger, et jusqu'en 1970, le lien était fort tellement que le Chehou Borno avait son mot à dire sur le choix de l'imam. Et nous, les frontaliers, on n'a pas beaucoup comment dire, les frontières ne nous regardent pas. Peut-être que ce n'est pas le sujet, mais vous savez que pendant longtemps, la seule façon pour l'immigration du Nigeria de faire la différence entre un canori de Difa et un canori de Douchi, c'était de montrer la main gauche ou droite, parce que si vous êtes du Niger, il y a les boutons de la vaccination qu'on vous fait à 6 ans, et si vous êtes du Nigeria, on vous fait la vaccination sur l'épaule, alors que si vous êtes du Niger, on vous fait la vaccination sur le bras, et c'était ce qui leur permettait, mais il n'y avait pas d'élément d'identification. Donc, l'internationalisation est venue presque comme ça, puisque c'est venu à Maïdougouri. C'était presque prévisible que ça allait déborder sur les autres pays. Et pendant cette phase d'internationalisation, on sait que au Niger, la première attaque de Boko Haram, c'est février 2015 à Difa. Ensuite, le Tchad, il y a eu le double attentat de juin 2015 au commissariat de centrale de N'Djamena et à l'école de police. Ensuite, au Cameroun. Donc, il y a une phase d'internationalisation de Boko Haram. Et pendant cette phase d'internationalisation, Boko Haram a continué à utiliser plus l'argument de la force. L'islam était convoqué comme ça pour le besoin de la propagande, mais dans la pratique, Boko Haram lui-même avait un rapport discutable avec la pratique de la religion, puisque comme vous savez, on a pu documenter, par exemple, dans le nord-est du Nigeria et dans le sud-est du Niger, comment dire, des situations où, après la prière des Ishaï, les gens qui venaient de faire la prière ont été exécutés par des gens qui se réclament de Boko Haram et des mosquées ont été attaquées. Et du coup, vraiment, l'argument religieux pour recruter les gens s'était beaucoup affaibli. Les gens se disaient, mais comment nous, on peut rejoindre simplement pour l'islam des gens qui eux-mêmes posent des choses qui sont presque contraires à l'islam. C'est revendiquer de l'islam et venir attaquer une mosquée, ou c'est revendiquer de l'islam et venir égorger des gens qui sortent d'une séance de prière du soir de Ishaï. L'argument religieux pour mobiliser les gens s'était beaucoup affaibli pendant cette période d'internationalisation. Et du coup, Boko Haram a beaucoup insisté sur comment dire, les arguments opportunistes, c'est-à-dire la situation des gens, de jeunes gens dans le nord-est du Nigeria ou
le nord du Niger ou dans le bassin du lac Tchad qui n'avaient pas d'activité, qui n'avaient pas du travail. Et beaucoup de jeunes que nous avons interrogés à Bosso, à Goudomariya, qui ont été, comment dire, qui sont des repentis, ont expliqué leur engagement dans le rang de Boko Haram, plus par une situation d'opportunité, parce qu'il n'y avait pas d'activité, il n'y a pas de travail, ou d'autres qui ont rejoint le rang de Boko Haram à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de l'impunité dont ils ont été victimes, ou dont des membres de leur famille ont été victimes, et d'autres qui ont rejoint le rang de Boko Haram parce qu'ils ne trouvaient pas leur place dans la forme de l'État-nation qui ont été créés. Par exemple, il faut bien qu'on creuse la grande présence de Boudouma dans les rangs de Boko Haram, parce qu'on sait que les Boudouma, par exemple, c'est une population à cheval entre tous les pays du bassin du lac Tchad, mais qui n'ont pas eu leur place dans aucun des pays, ils n'ont été suffisamment intégrés. Et les Boudouma ont été victimes aussi des changements climatiques, parce que c'est une population qui vit dans le lit du lac Tchad. Et avec l'assèchement du lit du lac, cette population n'a pas été complètement accompagnée par les États de la région pour trouver. Donc, et du coup, par exemple, des gens comme les Boudouma, ce n'est pas forcément l'argument religieux, mais c'est l'argument d'opportunité, le fait qu'ils aient été abandonnés, le fait qu'ils n'aient pas pu être accompagnés dans leur reconversion, qui fait qu'ils se sont retrouvés là. Et je pense qu'il est important de voir cela. Et ce qui m'a beaucoup interpellé en travaillant vraiment sur Boko Haram, sur ce que veut Boko Haram ne s'est jamais inscrit, à la différence des mouvements du Sahel, des autres mouvements, ne s'est jamais inscrit dans une stratégie du califat. C'est-à-dire que malgré l'internationalisation de Boko Haram, malgré le fait que Boko Haram se soit exporté au Niger, que ce soit exporté au Tchad, que ce soit exporté au Cameroun, il n'était pas dans une stratégie de construction d'un califat où on mettrait en avant l'islam, la charia. Il y a plutôt, et ça, il faudra sans doute d'autres travaux pour éclairer ce point. Et il n'y a pas eu véritablement une volonté d'instauration du charia, peut-être parce que les gens étaient déjà des musulmans et qu'on considérait qu'ils n'avaient pas besoin d'instaurer la charia. Il y a eu une volonté, en tout cas à travers les prêches qu'on a pu rassembler de Boko Haram, une volonté de convaincre les gens de passer à un autre niveau de l'islam. C'est-à-dire que, disant par exemple que vous devez avoir des pantalons relevés, que les femmes devaient s'habiller autrement qu'elles ne le font, etc. Mais il n'y a pas eu une volonté de construire un califat, ni même une volonté d'imposer la charia. Voilà. Donc, il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est au moment d'instaurer, beaucoup de pays ont instauré ce qu'on a appelé la stratégie du repentir. C'est-à-dire que les gens de Boko Haram acceptaient de se rendre aux autorités, de renoncer à leur combat dans les rangs de Boko Haram, et puis en fonction des pays, ils sont exonérés ou ils sont dans des centres fermés. Dans le cas du Niger, par exemple, la stratégie de repentir contre pardon de décembre 2016 a permis au moins à 500 personnes de quitter les rangs de Boko Haram. Et toutes ces personnes n'ont pas été forcément emprisonnées. La plupart ont été accueillis dans des centres de déradicalisation, de formation professionnelle et de réinsertion sociale. Il y en a deux, un au sud-est du Niger et un à l'ouest vers la région de Ndunga, et l'autre à Goudomariya. Et nous avons pu rencontrer des gens dans le centre de Goudomariya que nous avons interrogés. Et là aussi, ce qui est intéressant dans les échanges que nous avons eus, c'est la place de l'argument religieux. L'argument religieux était vraiment presque marginal. Il y avait peut-être 25% des personnes qui étaient parties dans les rangs de Boko Haram parce qu'ils ont convaincu qu'il y avait des valeurs de l'islam à défendre ou un changement de l'ordre religieux à construire. Mais la plupart des gens qui étaient partis pour d'autres raisons, les contextes, l'absence de développement, l'absence de l'État, la dépendance de l'État, ou la marginalité, les impunités et les autres
considération. Donc, la part du facteur religieux. Et la deuxième chose qui est intéressante que nous avons pu recueillir avec les gens qui sont revenus, c'est la pratique de la religion à l'intérieur même de Boko Haram. Et ça, c'était intéressant parce que nous avons rencontré des gens qui nous ont témoigné que des personnes qui ont rejoint les rangs de Boko Haram, finalement, ont été déçues par la place de la religion. Parce que vous savez, quand on défend les valeurs de la religion, quand on défend l'islam, il y a un comportement à avoir. Et là, beaucoup de gens qui ont rejoint Boko Haram ont très vite déchanté parce qu'ils se sont aperçus que dans la pratique, la religion n'était pas vraiment la préoccupation. Le respect, par exemple, des heures de prière, des horaires de prière. Vous savez que quand on veut vraiment comment dire, une des exigences de la pratique religieuse pour quelqu'un qui pratique la religion, c'est par exemple le respect cardinal des heures de la religion, comme on le voit. Lorsque l'heure de la prière arrive, tout s'arrête pour qu'on prie. Et les gens qui sont partis nous ont dit que il n'est pas évident que voilà, bon, les heures de prière passent et puis il y a beaucoup de pratiques, par exemple, les butins qui sont ramenés lorsqu'il y a des attaques, les chefs s'accaparent les butins qui sont rapportés et tout ça n'était pas quand on veut soi-même être exemplaire et qu'on veut convaincre les gens d'avoir une pratique de la religion. Et il y a des choses comme ce qu'on appelle zalumchi. Ça, c'est zalumchi, c'est ce qu'on appelle zalumchi en Kanouri ou en Hausa. Je pense que c'est un emprunt de l'arabe. On ne peut pas être zalm et puis vouloir défendre. Donc, dans les rangs de Boko Haram, la place de l'islam n'était pas vraiment celle qu'on a tenté de présenter de l'extérieur. Et ça, on a pu le savoir qu'à partir des différents témoignages. Et les différents témoignages disaient justement que les gens de Boko Haram ont existé. Bon, et je pense que j'arrive progressivement vers la fin de cette partie introductive et je voulais simplement dire que le djihadisme au Sahel, comme on le voit à partir de l'exemple de Boko Haram, a pu trouver un terreau favorable. Ce n'est pas forcément l'argument religieux qui a été le plus séducteur. C'est aussi le fait qu'il y ait trouvé un terreau favorable, la pauvreté des gens. Et je sais que, pour en avoir parlé avec beaucoup de gens, que parmi les personnes qui ont été arrêtées pour des faits de terrorisme, beaucoup, lors de leur interrogatoire, ont expliqué qu'eux, ils n'étaient pas forcément convaincus par la dimension religieuse, mais qu'ils étaient dans une situation matérielle ou d'absence de perspective qui faisait qu'ils ont suivi les sirènes qui leur ont été présentées par le groupe djihadiste. Et je pense que si vous avez remarqué, il y a aujourd'hui une endogénisation. Au début, lorsque le terrorisme arrive au Sahel, dans les premières années, il était le fait des gens qui sont venus d'autres régions que du Sahel, principalement des Maghrébins, des Sahraouis, qui étaient venus comme chefs de Katiba et comme fantassins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs de Katiba qui sont des locaux, qui sont en tout cas des enfants de la région. Quand vous prenez Amadou Koufa, c'est un peu du Mali. Iyad Agali est un Touareg et puis dans la zone des trois frontières aussi, vous avez les chapeaux, vous avez beaucoup de chefs de Katiba qui sont des locaux, qui sont des Peuls, qui sont des Songhai, qui sont des Touaregs. Donc, le terreau favorable a été la situation. Donc, si on veut, à partir de là, si on veut construire une réponse, en tout cas, si on veut surmonter la question sécuritaire au Sahel, c'est ce qu'on n'a pas pu faire. J'ai écrit ce livre Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, que Youssouf a évoqué, justement pour interpeller sur l'échec de la solution qu'on a jusqu'ici mise en œuvre pendant ces 10 années. L'option du tout sécuritaire et militaire, c'est une option qui n'a pas marché et qui ne peut pas marcher, en tout cas si on ne prend pas garde et qu'on n'intègre pas, par exemple, le fait qu'au-delà de la convocation du fait religieux, il y a toute une dimension développement, dimension justice sociale, dimension présence de l'État. Si on ne met pas tout ça pour construire une réponse holistique, on risque de passer à côté et de nous retrouver dans les 10 prochaines années aussi à regretter qu'on n'ait pas trouvé la bonne solution parce que
les facteurs d'embrigadement doivent être étudiés avec beaucoup de rigueur pour éviter justement qu'on ait des solutions qui ne soient pas adaptées. Voilà un peu, cher Youssouf, ce que je pouvais dire en introduction, en attendant que nous puissions avoir l'opportunité de débattre avec les autres participants à ce webinaire. Je vous remercie. Merci, Seydi Kaba. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Et moi qui suis, je pourrais dire, chanceux de vous avoir écouté pour la énième fois. Parce que la première fois, c'était déjà à Yaoundé l'année dernière. Et après, on s'est retrouvé à Madrid. Et on a eu d'autres discussions en dehors de ce cadre-là. Merci pour cette présentation sur Boko Haram, qui est un mouvement djihadiste né en 2002 dans le nord-est du Nigeria et qui s'est propagé par la suite au Cameroun, au Niger et au Tchad. Votre communication a interrogé les différents arguments mobilisés par les groupes terroristes du Sahel pour enrôler leurs combattants. Ces facteurs vont du religieux, comme vous l'avez présenté, à la mauvaise gouvernance, en passant par l'absence de développement et de l'État, ainsi que l'exclusion de certaines communautés nationales et les effets du changement climatique. Dans votre présentation, autour de ce mouvement, on a noté deux séquences essentielles dans l'évolution de Boko Haram. On a de 2002 à 2009, qui constitue l'époque, la période de naissance du mouvement et la période aussi qui a vu son essaimage dans l'espace nigéro-nigérian. Et aussi, la seconde partie, c'est la partie qui concerne 2009 jusqu'en 2015, où le mouvement a vu son premier leader, Mohamed Youssouf, arrêté puis exécuté de manière extrajudiciaire. Et cette période aussi a coïncidé avec l'internationalisation du mouvement, qui est parti du Nigeria où il est né, pour s'étendre au Niger à partir de 2015, le Tchad et au Cameroun, ainsi de suite. Merci beaucoup pour cette présentation et je pense que pour tous les participants, il y a, voilà, avant de prendre la question des participants, je pense que je suis le premier. Je vais me permettre de vous poser la première question. J'essaie de ramener un peu la situation au contexte actuel et je me pose la question, quelle est la frontière actuelle du mouvement Boko Haram? Quand on essaie de voir un peu cette internationalisation du conflit, qui a un élan religieux dans la sous-région. Aujourd'hui, on parle du Mali, on parle du Burkina Faso. Et la semaine dernière, vous avez eu écho de l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes dans la région de Arbinda. Et l'enlèvement des femmes, c'est un peu une pratique empruntée de Boko Haram. Alors que dans ces conflits-là, dans ces zones-là, on ne parle plus de Boko Haram. Mais il y a des empreintes de pratiques. Quelle est la réalité, monsieur? Alors, la question est absolument intéressante. Peut-être que je n'ai pas, enfin, vous me donnez l'opportunité de compléter. Parce que ce qu'on a pu documenter de façon indiscutable, c'est qu'il y a des passerelles entre le mouvement du Nord Mali et Boko Haram. Vous savez, comme vous avez dit, quand Boko Haram a commencé dans les années 2000-2009, jusqu'à récemment, Boko Haram ne savait pas poser des mines. C'est-à-dire les mines antipersonnelles, Boko Haram ne savait pas en construire et les poser. Et c'est les mouvements du Nord Mali qui ont amené une assistance en expertise à Boko Haram pour que Boko Haram apprenne à poser des mines. Et on a pu documenter, par exemple, lors de l'attaque djihadiste de novembre, de mars 2020 contre l'armée tchadienne, qu'il y avait des gens qui étaient venus du Nord Mali pour apporter assistance et coopérer aux côtés de Boko Haram. Donc, c'est le Nord Mali qui a appris à Boko Haram. Et Boko Haram, comme vous avez dit, aujourd'hui, a commencé à apprendre parce qu'avant l'enlèvement de Arbinda, il y a eu au moins 2 ou 3 actes terroristes où on a pu savoir que des femmes étaient impliquées. Et c'était nouveau dans le contexte du Sahel occidental. Donc, comme vous avez dit, au Sahel occidental, Mali, Burkina, nord-ouest du Niger, les femmes n'étaient pas impliquées. Et là, on a vu que les femmes ont été impliquées. Et là, avec ce qui vient de se passer, l'enlèvement de 62 femmes, 61, on parle de entre 50 et 61 femmes, on franchit un cap dans la présence, dans l'implication des femmes dans le mouvement djihadiste. Et ça, c'est une technique de Boko Haram que Boko Haram a apportée justement au Nord Mali. Et à mon avis, ça prouve ce qu'on a pu documenter parce qu'en plus de l'expertise que Boko Haram a amené au mouvement, que les mouvements du Nord Mali ont amené à Boko Haram,
on a pu nous-mêmes écrire et documenter ça, que les mouvements du Nord Mali convoyaient de l'argent. On a intercepté par 2 fois, les services de sécurité d'un pays de la région ont intercepté 2 personnes qui transportaient de l'argent, qui convoyaient de l'argent du Nord Mali, du mouvement du Nord Mali vers le lit du lac pour Boko Haram. Et comme l'argent était en euros, on a pu savoir que cet argent ne pouvait venir que de groupes djihadistes parce que vous savez que les groupes djihadistes du Nord Mali ont exigé des rançons qui ont été payées par les pays, malheureusement. Et le dernier en date, en octobre 2020, lorsqu'on a fait la libération de Soumaïla Cissé et Sophie Petronet, les pays ont donné de l'argent et cet argent-là était en euros. Et l'argent qu'on a intercepté entre le Nord Mali et le lit du lac, c'était de l'argent en euros et on a pu savoir qu'il était de l'argent destiné à Boko. Donc, pour répondre un peu à cette question, il y a cette passerelle entre Boko Haram et le mouvement du Nord Mali qui peut prendre la forme de l'assistance technique, qui peut prendre la forme de financement et voilà ce que je peux répondre à propos de cette question. Je ne sais pas si j'ai complété là, complètement répondu. Merci, Seydi Gaba. On va continuer avec Maï Aougué Saleh. Maï Aougué, vous pouvez activer votre micro. Vous avez levé la main. Oui, j'ai levé la main. Je pense que vous me recevez. Oui. C'est bon. D'accord. Merci beaucoup pour l'organisation de ce cadre d'échange. Je voudrais poser quelques questions à notre grand frère, Siddiq Abba. Je parle actuellement de DIFA. Je parle dans un endroit très loin de vous, à DIFA particulièrement. Donc, je travaille actuellement sur le bassin du lac Tchad, Siddiq Abba, particulièrement la protection des droits de l'homme ou bien la prise en compte des droits de l'homme dans la stratégie de la stabilisation, n'est-ce pas, des États du bassin du lac Tchad. Pour conjurer cette crise, comme vous le savez, les États du bassin du lac Tchad ont mis en œuvre une stratégie qu'ils ont appelée la stabilisation du bassin du lac Tchad. Et tout à l'heure, vous relevez avec une certaine pertinence que pour conjurer la question de cette crise, il va falloir intégrer un certain nombre de questions dans la gouvernance politique des États, notamment la bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité, la lutte contre l'exclusion sociale, particulièrement de la communauté Boudouma que vous avez relevé avec une certaine pertinence. Donc, je pose la question de savoir, est-ce que, par exemple, dans la nouvelle stratégie du bassin de la stabilisation, le fait de ne pas prendre en compte de manière holistique les questions des droits de l'homme dans toute sa dimension, est-ce que ça ne risquerait pas de nous faire revivre quand même ce moment sombre? Parce qu'actuellement, en élaborant la stratégie, dans la définition pratique des PAT, il n'y a pas une prise en compte des droits de l'homme. La question de l'inclusion des communautés n'est pas prise en compte, particulièrement les Bouddhas. Ça, c'est un malaise. Donc, je pose la question de savoir, est-ce que ça ne risque pas de nous faire revivre ces moments sombres? Voilà. Je pense que vous avez pris en compte la question. On prend une seconde question et oui, on passe la parole. Oui. Adobe Thierry. Oui. Merci pour cette opportunité. Ma question, elle est toute simple. Dans l'exposé et même quand on essaie de bouquiner un peu sur la question du terrorisme et autres, ils mettent toujours en avant le discours religieux. J'aimerais savoir qu'est-ce qui justifie le fait que c'est toujours le discours islamique qu'on met devant et non une autre obédience religieuse. Qu'est-ce que justifie que c'est toujours... Oh là là. Je peux répondre maintenant? Oui, Abba, vous avez la parole. Merci Youssouf. Merci à nos deux intervenants pour ces questions pertinentes. Alors, je pense que notre jeune frère de DIFA, Cléo Sley, a eu Dabla. Il faut que je te salue en Kanouri pour que je sache que tu es... Donc, Masha'Allah. Donc, pour que je sache que tu es à DIFA, que je m'assure que tu es à DIFA. Alors, vous savez, la question est intéressante et
je pense que il y a eu un moment, une volonté, et il faut que les États reviennent à cette volonté de prendre en compte cette dimension des droits de l'homme et de respect des droits de l'homme. Parce que la population doit être considérée comme une partie de la solution et non comme le problème. Et souvent, les rapports entre les forces de défense et de sécurité de la région, je ne parle pas d'un seul pays, et les populations ne sont pas très bons. Moi, j'ai participé en octobre 2020 à N'Djamena à une session qui a été organisée par la force mixte multinationale. La force mixte multinationale, puisqu'on parle à un auditoire qui ne connaît pas forcément, les pays du bassin du lac Tchad, le pays de la communauté, le pays de la commission du bassin du lac Tchad, qu'on appelle CBLT, ont créé, ces pays-là, c'est le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Ils ont créé une force mixte qui est dédiée en 2015. Ils ont créé cette force qui est destinée à lutter contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad, qu'on appelle la force mixte multinationale FMM ou MNJTF en anglais, Military Joint Force Tax, qu'on appelle en anglais. Et cette force, elle est spécialement dédiée à la lutte contre le terrorisme. Et elle avait organisé en octobre 2020 en N'Djamena une session à laquelle j'ai participé avec le financement du PNUD. Et un des enjeux, justement, était, et nous avions à l'époque convaincu, en tout cas le commandement de la force, malheureusement, c'est peut-être une cuisine interne, le commandement change régulièrement. Et donc, souvent, quand un commandement nouveau arrive, il ne s'inscrit pas dans la dynamique du commandement précédent. Mais à l'époque, on avait obtenu que la question des droits de l'homme soit intégrée et il était question que l'ensemble des 4 secteurs, puisque la force a 4 secteurs, un secteur au Nigeria, un secteur au Cameroun, un secteur au Niger et un secteur au Tchad. Il y a 4 secteurs. Et on avait obtenu que on puisse intégrer la question des droits de l'homme dans le commandement des secteurs et auprès des chefs. Et parce qu'on avait réussi à convaincre les militaires en leur disant que c'est dans votre intérêt que les droits de l'homme soient respectés et aussi que les populations collaborent avec vous. Parce que ce que les gens nous ont dit, puisque à l'époque, à cet atelier-là, il y avait les militaires, il y avait les experts, il y avait la population. Et la population nous a dit que nous, on se méfie des forces de défense et de sécurité. On n'a pas de relation, on les voit, ils viennent, ils traversent la ville, ils soulèvent des poussières avec leur voiture, ils continuent, nous, on ne parle pas avec eux. Et on avait dit que c'était contre-productif. Si vous voulez savoir, si vous voulez avoir du renseignement humain, si vous voulez avoir la collaboration de la population, il faut aller vers ces populations. Et nous, on avait même convaincu le général Youssouf, qui était à l'époque le commandant, qu'il faut aller vers les populations, il faut aller quand il y a un baptême dans le village, il faut que les militaires aillent. Quand il y a un décès dans le village, il faut que les militaires aillent. Quand il y a des possibilités de rencontrer la population, il faut vous intégrer à la population pour que la population puisse prendre confiance en votre présence et qu'elle puisse même collaborer avec vous spontanément et que c'était la seule façon de pouvoir collaborer. Donc, on avait obtenu cela, mais malheureusement, dans la mise en œuvre, il y a eu des résistances et ça ne s'est pas fait. Et je pense que c'est encore pertinent. Il faut qu'on puisse intégrer cette dimension de rapprochement entre ressouder le lien de confiance entre la population et les forces de défense et de sécurité pour qu'on puisse faire avancer cet agenda de la lutte contre le terrorisme. Il faut que la population soit considérée comme un élément de la réponse et non comme un élément du problème. Et de ce point de vue, il y a une bonne expérience et j'espère qu'elle a prospéré. Vous savez, à Difa, les militaires ont une radio. Je ne sais pas si elle est toujours là. Et quand je les avais vus à N'Djamena et je leur disais qu'il faut vraiment que vous puissiez faire des émissions qui puissent créer de la confiance avec la population, qui puissent prendre en compte les problèmes de la population. Et j'espère que, en tout cas, ce message-là va être entendu et que, comme dans le bassin du lac Tchad, même comme dans le sud-est, comme dans le nord-ouest, comme dans le Sahel occidental, qu'on puisse vraiment créer des liens de confiance. Et un des liens de confiance, c'est de mettre fin à l'impunité s'il y a des violations des droits de l'homme, que ces violations soient sanctionnées et qu'on puisse ressouder le lien de confiance entre la population et les forces de défense. Si jamais cette initiative du PNUD
continue. En tout cas, il faut que dans la stratégie de stabilisation, le PNUD était absolument d'accord, puisque c'était le PNUD qui finançait, le PNUD était d'accord que la question des droits de l'homme soit intégrée dans le cadre de la stratégie de stabilisation, puisque c'est le PNUD qui finance. Maintenant, la deuxième question qui a été posée, pourquoi c'est l'islam qui est convoqué? Parce que c'est la religion majoritaire dans cette partie. Il y a des pays comme le Mali, comme le Niger, où l'islam représente à peu près 95% ou même plus que 95% de la population. Et il est plus facile, si vous voulez recruter des gens, de leur dire que vous faites ça au nom de l'islam. Souvent, quand on dit on fait ça au nom de l'islam, au nom de la religion, les gens disent que bon, si c'est la religion, on s'engage. Donc, et souvent, bon, ce sont ce type d'arguments qui sont mobilisés. Mais comme je vous ai indiqué, quand les gens partent dans les rangs de Boko Haram, ils s'aperçoivent qu'ils ont été abusés. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la stratégie Repentir contre pardon du Niger, beaucoup de gens sont revenus parce qu'ils ont compris que l'islam a été simplement convoqué pour les besoins de l'embrigadement. Et à partir du moment où vous êtes embrigadé, vous vous apercevez que c'est simplement un argument qui a été fait comme ça. En réalité, il n'y a rien d'islamique. Vous ne pouvez pas prétendre défendre l'islam, attaquer une mosquée ou tuer des gens qui sortent de la mosquée parce que ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà ce que je peux répondre pour ces deux questions en attendant les suivantes. Merci beaucoup. Et peut-être qu'on pourrait ajouter surtout que dans ces zones-là, il y a un fort trafic de drogue et d'accès de mouvements illicites que l'islam même fondamentalement condamne. Adamo Moussa, vous pouvez désactiver, voilà. D'accord, merci, très bien. Alors, bonsoir à tous. Allô, monsieur Citon? On vous reçoit. Ah, d'accord. Très bien. J'avais une question par rapport à l'argument religieux. Parce que en lisant Bouagda 2017, il a brandi un argument selon lequel Boko Haram utilisait l'argument religieux pour enrôler les jeunes dans ces rails. Alors, j'aimerais savoir donc, est-ce qu'aujourd'hui, cet argument religieux tient toujours? Parce qu'il dit ceci, que Boko Haram utilise les potions magiques ou même une sorte d'envoûtement pour enrôler les jeunes. Alors, si tel est le cas, est-ce que les moyens mis en place pour lutter contre Boko Haram seront efficaces compte tenu de ce paramètre mystique? Est-ce que cet enrôlement ne pourrait pas perdurer davantage étant donné que cela épouse ou épouserait une dimension mystique? C'est là ma question. Alors, avant de vous repasser la parole, je voudrais essayer d'apporter quelques commentaires par rapport à la question précédente, notamment pourquoi est-ce que c'est l'islam qui est toujours indexé? Alors, à mon humble avis, je pense qu'il y a une vérité que l'on doit se le dire, notamment l'idée selon laquelle toutes les religions ont porté les germes de la violence fondamentalement. Et l'islam particulièrement via le djihadisme, il y avait effectivement cette violence entre guillemets. Il faudrait donc dire que Boko Haram récupère donc cet argument d'antan et de jadis pour le brandir aujourd'hui afin d'enrôler le maximum de jeunes. Donc c'est ce que je voudrais apporter comme élément de réponse et je voudrais également souligner que je travaille sur les questions du discours religieux, particulièrement sur les discours de violence, Boko Haram et la crise anglophone au Cameroun. Je suis à l'université de Ngaoundéré au département de communication. Je vous remercie. Merci Adamou. Elad Malik? Attendez. Allô, Elad Malik? Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. On vous entend faiblement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez la parole. Mais on vous entend faiblement. Est-ce que vous...
Pardon? Moi, je vous entends très bien. On vous entend, hein? Allez, on vous entend, allez-y. Merci beaucoup, donc, chers membres, et merci beaucoup le conférencier. Vraiment, je suis très content parce que c'est la première fois que j'assiste à une conférence sur Boko Haram. Et donc, moi, je suis sénégalais, et donc, depuis le Sénégal, je n'ai jamais pu comprendre comment, à partir d'un simple slogan, l'école occidentale est illicite, que des gens parviennent à être embarqués. Mais l'explication donnée par le professeur a été vraiment très salutaire parce que j'ai compris que ce n'était pas simplement un discours, ce n'était pas simplement un slogan creux, mais c'était accompagné d'un discours avec des illustrations sur ce que les produits de l'école occidentale étaient capables de faire selon les éléments de Boko Haram. Mais ma question, donc ça c'est déjà fondamental parce que ça va me permettre maintenant, après, si je suis intéressé par cette question-là, de pouvoir partir d'une base solide. Alors, la question que je voudrais poser, parce que moi je suis l'actualité, donc je me rappelle une fois, je ne sais plus en quelle année, une attaque d'une mosquée de du vendredi, ça avait fait 120 morts, et je m'étais dit de vraiment, après cette attaque-là, normalement, Boko Haram ne devait pas en fait indemne parce que c'est difficile de justifier sur le plan religieux, sur le plan de l'islam, comment justifier le massacre de personnes civiles et qui se soit sorti de la mosquée. Je voudrais demander si après cette attaque-là, si certainement peut-être reste dans les mémoires, est-ce que cela n'a pas créé quelques frictions et quelques discussions autour de Boko Haram, indépendamment de la situation opérée en 2016 et qui a vu la naissance d'Auto Blanche à l'organisation. Merci beaucoup. Ouais. Et sauf, je réponds aux deux questions ou... Oui, vous avez la Voilà. parole. Non, je pense que j'ai deux questions intéressantes qui ont été posées. Alors, pour être très concret, les partisans de Boko Haram que nous avons interrogés, qui se sont repentis et qu'on a vu à Goudoumaria, racontaient que, en réalité, ce qui était séducteur, c'était la promesse du paradis. C'est pas qu'on donnait quelque chose à boire aux gens ou on leur donnait. Il y avait la promesse du paradis. Par exemple, dans le livre dont je parle, il y a un chapitre sur comment Boko Haram organise les attaques des casernes. Et donc, ils ont une stratégie pour attaquer les casernes des forces de défense et de sécurité. Ils avaient leur éclaireur qui partait voir. Et quand le commando va attaquer, il s'arrête et le chef du commando tient un discours galvanisateur pour galvaniser les membres de Boko Haram. Mais le discours ne portait pas sur la distribution des talismans, mais c'était cette promesse de paradis. Vous vous battez pour Dieu. Si vous mourrez, vous irez au paradis. Vous avez une opportunité là d'aller au paradis. Et c'était ça qui était des arguments de nature à obtenir l'adhésion des gens de Boko Haram. Et à partir du moment, on n'a pas vraiment beaucoup documenté des cas où des talismans ont été distribués aux gens, où on a donné des écritures, comme on dit chez nous, aux gens de Boko Haram. Non, c'était vraiment plus des discours de la promesse du paradis, la promesse que vous vous battez pour Dieu, que vous battez pour Allah. Bon, ce sont ces types de considérations qui ont amené. Et si on veut, puisque vous demandez si c'était le cas, est-ce qu'on pourrait vraiment lutter contre Boko Haram? Bon, les gens se sont aperçus en réalité, et ça permet d'embrayer sur la question suivante, que l'argument religieux est presque convoqué seulement comme affichage, qu'en réalité, derrière cet argument, il n'y a rien, ça n'a rien à voir avec l'islam. Vous savez, le titre de Boko Haram, c'est que Boko Haram, à 98, peut-être j'exagère, mais en tout cas au moins 80 à 90% des gens qui ont été tués par Boko Haram sont des musulmans.
vous ne pouvez pas vous inscrire dans une stratégie de défense de l'islam et de ne tuer que des musulmans. Et la question qui a été posée, Boko Haram a attaqué une mosquée, a tué des gens et qui étaient, et comme j'avais dit, il y avait des gens qui étaient sortis de la prière qui ont été tués par Boko Haram. Et ça prouve que, justement, que l'islam est convoqué simplement dans l'intention de pouvoir séduire les gens. Et si vous remarquez, la période où l'islam pouvait être accepté par Boko Haram, c'était la période avant que Boko Haram ne commence à basculer dans la violence, à faire des attaques. À partir du moment où Boko Haram a commencé à attaquer des mosquées, à tuer les musulmans, il est clair que l'argument religieux devenait moins séducteur qu'au début où le discours religieux était associé à des discours qui portaient sur des réalités pratiques. Si vous dites aux gens qu'il n'y a pas d'électricité à Kanama et à Maïdougouri et à Gaïdam, parce que l'école occidentale a formé des voyous qui ont volé l'argent du Nigeria, et si vous voulez changer ça, venez nous rejoindre, c'est clair que ça peut être séducteur. Mais à partir du moment où Boko Haram s'est installé dans une stratégie de violence, a commencé à tuer des chefs religieux, a commencé à attaquer des mosquées, a commencé à exécuter des gens qui sortaient des prières, l'argument religieux est devenu beaucoup moins séducteur. La question qu'on peut se poser, c'est comment Boko Haram continue à recruter puisque l'argument religieux n'est plus séducteur. C'est parce que Boko Haram a gagné de l'argent et a commencé justement à intéresser des jeunes qui n'ont rien qui ne se soucient pas de la religion, mais qui considèrent Boko Haram comme une opportunité d'emploi. Nous avons même vu des jeunes qui nous ont dit que notre premier employeur, c'est Boko Haram. Et nous, quand on a commencé, personne ne nous a donné du travail. Boko Haram nous a dit, venez nous rejoindre, on va vous donner une moto, on va vous donner un forfait de bienvenue. Et à l'époque où Boko Haram avait commencé, et c'était pour ça qu'il enlevait les femmes, on va vous donner même une femme en épouse, en mariage plutôt. Et donc, tout ça a fait que Boko Haram a considéré, a trouvé des arguments qui ont séduit les jeunes, qui ont amené, compte tenu du nombre de mains qu'il y a, je ne vais pas développer davantage la réponse, mais il est clair que c'est à partir du moment où Boko Haram a attaqué des mosquées, l'argument religieux est complètement tombé et les autres arguments ont pris le dessus. Et c'est pour ça que Boko Haram continue encore de recruter. Je rends la parole à Youssouf. Abdul Wahab. Oui, bonsoir à tous. Allô? Bonsoir. Oui, Bonsoir. comment vous allez? Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très, très importante et puis très instructive d'ailleurs. Donc, moi, je travaille beaucoup plus sur les questions sécuritaires parce que là, actuellement, j'effectue un stage au niveau du Centre national d'études stratégiques et de sécurité au Niger. Donc, depuis qu'on avait commencé, vous avez parlé de Boko Haram. Donc, mes deux premières questions vont s'appesantir sur les autres acteurs, les autres groupes armés terroristes. Par exemple, au Sahel, on sait très bien que l'État islamique au Sahel est le deuxième acteur le plus actif de la région après le groupe qu'on connaissait, le Génie. Donc, est-ce qu'il existe une sorte de divergence de l'interprétation de la religion musulmane entre les différents groupes qui interviennent au Sahel? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question porte en fait sur leurs activités. Est-ce que dans leur activité, il existe une sorte de complémentarité ou bien on trouve toujours des divergences à ce niveau de leur mode opératoire? Merci beaucoup. Merci, Abdul Wahab. Noël Noah. Allô? Allô, yes. Oui, bonsoir à tous. Oui, merci déjà de m'avoir passé la parole. Ma question sera un peu à double volet, n'est-ce pas? Si on part du fait qu'au départ, déjà, Boko Haram réussissait autant pour moi à embrigader les gens avec son discours religieux et qu'à partir du moment où il a changé de sa stratégie, on a commencé à voir les adhérents de Boko Haram comme des sortes d'opportunistes en réalité qui se présentaient juste pour leur propre cause. Est-ce à dire que le religieux a échoué, n'est-ce pas,
dans son rôle de communauté morale et encore plus les chefs religieux de un. De deux, est-ce que cette prise de conscience en réalité des chefs d'État et de gouvernement sur le point minime, je dirais comme ça, du religieux dans la lutte contre le terrorisme, est-ce pour cela qu'ils ont mis de côté en réalité les chefs religieux dans leur stratégie? Pour moi, je pense qu'en réalité, la mise à part des chefs religieux et donc de la religion est en réalité une sorte de non prise en compte de tous les enjeux qui se tourne autour de la religion en termes de construction humaine dans tous les domaines. Comment expliquer en réalité le fait que parce que Boko Haram te recrute, toi, tu as du travail, ok, tu as de la femme, ok, tu vas jusqu'à tuer ton propre frère, tu vas jusqu'à égorger de la façon la plus atroce l'enfant de ton cousin et de ta cousine. Est-ce qu'il n'y aurait donc pas à ce moment-là un problème de moralité dans nos sociétés? Voilà un peu mes préoccupations. Merci, Noël Noah. Abba? Oui, merci beaucoup. Je pense que j'aurais besoin du complément que Youssouf va ramener sur la première question, en tout cas en ce qui concerne notre ami du CNES qui a posé ces questions. En réalité, les divergences qu'on a pu observer entre les mouvements djihadistes, que ce soit Boko Haram ou c'était plus de questions d'approche que le fond de la religion elle-même. Ce n'est pas des divergences qui portaient sur la religion. Vous voyez, pendant longtemps, dans la zone des trois frontières, dans le nord-ouest du Niger, la frontière commune avec le Mali, le Burkina et le Niger, Mali, Burkina. Donc, sur cette zone de trois frontières, pendant longtemps, les groupes djihadistes s'en prenaient uniquement et presque exclusivement aux forces de défense et de sécurité et aux représentants de l'État. Après, il y a eu un basculement où les groupes ont commencé à s'en prendre aux populations civiles. Et on voit, par exemple, dans l'attaque qu'il y a eu à Solan en juin 2021, où ils ont attaqué le village et ils ont tué 160 personnes, à la fois des femmes et des enfants. Donc, il y a eu une évolution et là, ça fait un peu la différence entre l'État islamique au Grand Sahara et le djinnim, qui est l'État islamique au Grand Sahara, comme son nom l'indique bien, est affilié à l'État islamique au Levant, en Irak et en Syrie. Et c'est une section d'affiliation. Et ce groupe-là particulièrement n'avait pas de barrière à s'en prendre aux civils et aux populations civiles, y compris les femmes et les enfants. Alors que le djinnim, qui est d'obédience à Al-Qaïda, qui est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, était beaucoup moins porté sur la stratégie de s'attaquer aux populations. Le groupe privilégiait un peu le ciblage des forces de défense et de sécurité. On peut le comprendre un peu, hein? C'est peut-être une explication qu'il faut encore creuser, mais vous savez, l'État islamique au Grand Sahara n'est pas, est presque, comment dire, a une origine exogène. C'est vraiment les gens qui sont partis de beaucoup de Maghrébins qui sont allés en Irak et en Syrie, qui sont revenus au Maghreb et qui se sont infiltrés au Sahel. Donc, ils avaient un rapport un peu distant avec la population, alors que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est mené par Iyad Agali, qui est mené par Koufa, a des ramifications locales. Et du coup, vraiment, ils ont des scrupules à tuer leurs propres parents, à la différence des groupes de l'État islamique. Donc, la différence se situe à ce niveau et il y a beaucoup de rivalités, comme vous savez aujourd'hui, pour parler de l'actualité. Il y a de très violents affrontements dans la zone de Menaka entre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'État islamique au Grand Sahara. Donc, c'est plus sur ces questions de différence qu'il y a, c'est pas plus de questions d'implication comment dire, de questions idéologiques de fond, de divergence d'interprétation du Coran. C'est plus de questions
d'opportunités comme ça et de questions de ciblage ou non de la population qui fait qui explique un peu la rivalité entre ces. Et ça m'amène à enchaîner avec, avec la réponse à la question suivante, la question du religieux. Alors, je pense que là, c'est intéressant de voir un peu la différence d'approche entre, par exemple, la stratégie de la Mauritanie et la stratégie des autres pays. La Mauritanie a travaillé à déconstruire le discours des groupes religieux. Les gens qui ont été emprisonnés, on leur a envoyé, parce qu'on est au Maghreb, les oulémas, les chefs religieux, pour discuter avec eux, voir quel est leur niveau de connaissance du Coran et pourquoi, par exemple, ils disent que, voilà, que il faut interdire la cigarette, quel est le passage du Coran, etc., qui dit ça. Donc, l'État a essayé de déconstruire le discours pour que vraiment on puisse avoir un contre-discours au discours des groupes religieux. Mais dans l'autre partie du Sahel, particulièrement au niveau de Boko Haram, on n'a pas construit un narratif, un contre-narratif au discours de Boko Haram. Et vous avez raison de souligner, madame, qu'on n'a pas intégré les chefs religieux dans la réponse. On ne les a pas intégrés, l'État ne les a pas intégrés dans la construction d'une réponse. Et peut-être que on peut comprendre cela. Peut-être que c'est pour les protéger eux-mêmes. Peut-être que, puisque si on les implique et qu'ils s'exposent beaucoup, ils peuvent faire l'objet de représailles, mais on n'a pas construit en tout cas un contre-discours, un contre-narratif qui aurait pu permettre de déconstruire le discours de Boko Haram. Et à mon avis, ça a été une erreur. Si on peut le rattraper, il faut le rattraper. Il faut qu'on implique les chefs religieux dans la construction du discours. Et peut-être même que si on aide les chefs religieux, on les implique, les peu de personnes qui entrent dans Boko Haram sur un plan religieux, ça peut aider à les dissuader d'y aller et il faut créer cela. Et maintenant, l'autre chose que vous dites qui est absolument intéressante, est-ce qu'il n'y a pas une faillite morale que les gens égorgent leurs prochains alors même qu'ils se prétendent religieux? Et il y a des cas vraiment que seul le conditionnement idéologique peut expliquer, parce que ces gens, ils ont perdu la raison. Et Youssouf a parlé en début de discussion de tramadol, de choses comme ça. Et il est arrivé que les forces de défense arrêtent des gens qu'ils ne peuvent pas interroger le jour où ils les ont arrêtés parce qu'ils ont perdu leur sens. Ils ne sont plus capables de raisonner et ils sont sous le coup de la drogue. Il faut le deuxième ou le troisième jour après, quand ils se seront humanisés, puisqu'ils se sont déshumanisés, puisque quand vous égorgez quelqu'un, vous avez perdu vraiment une part d'humanité. Donc, quand ils se sont humanisés seulement, qu'on peut les autoroger. Et ça peut expliquer justement cette faillite morale. Et en tout cas, c'est toujours une tristesse pour les gens que quelqu'un, on a vu, vous avez bien fait de le souligner, des gens reviennent des rangs de Boko Haram parce qu'ils ont été conditionnés et parce qu'on les a drogués pour égorger leur propre... Et il est arrivé même quand on a fait notre séminaire en N'Djamena, qu'on a appris avec beaucoup de tristesse, certaines familles qui se réjouissent même d'apprendre que leur fils est mort dans les rangs de Boko Haram. Parce que s'il n'est pas mort, chaque fois, la famille dort avec l'idée qu'il peut revenir tuer un membre de la famille. Donc, quand on dit qu'il est mort, ça tranquillise la population puisqu'on considère que maintenant, il n'y a plus de danger. Donc, quand on arrive à des situations comme ça, c'est clair qu'il y a une faillite morale que la société devait s'interroger sur sa capacité. Mais comme j'ai dit, moi je pense honnêtement, très sincèrement, qu'une des étapes qui nous permettrait de nous préserver de tout ça, c'est que nous puissions donner des perspectives aux gens. Moi, je pense que quand vous regardez le Sahel, quand vous regardez, et quelqu'un me posait la question, pourquoi par exemple on se retrouve le nord-ouest du Cameroun, le sud-est du Niger, le nord du Mali, pourquoi on se retrouve dans ces situations où ça coïncide et il y a une corrélation entre
le djihadisme et la courbe de la pauvreté ou en tout cas l'absence de l'État, c'est clair que ça crée un terreau favorable. Si on offre aux jeunes des perspectives qui font que pour 50 000, ils ne vont pas suivre Boko Haram ou le DJIM ou l'IGS, c'est clair qu'on aura réglé une partie du problème. Si on investit beaucoup d'argent qu'on met aujourd'hui dans l'achat de drones ou d'hélicoptères, le combat, si on le met dans le développement et dans les perspectives à la jeunesse, ça peut aider à régler une partie du problème que nous avons au Sahel. Il y a d'autres mains qui s'élèvent encore, donc je vais m'arrêter à ces réponses-là pour que nous puissions continuer à discuter de ces questions. Merci Abba pour ces réponses très claires et assez instructives. Ladi Kamate. Désactivez votre micro. Okay. C'est bon. Voilà. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais. Bon, je tiens d'avoir à remercier Youssouf, l'animateur et les autres participants. Merci également à M. Abba, qui nous a fait une belle prestation au niveau de la communication. Le thème, il est le suivant, la place du religieux dans les facteurs d'embrigadement. En effet, le thème, selon moi, rejoint un peu le cas samourien dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément le Soudan occidental. En effet, Samori, n'est-ce pas, lorsqu'il voulait fonder son second empire, mais son empire était confronté à l'irruption européenne. Et ainsi, il va, n'est-ce pas, chercher à avoir la sympathie des populations locales, majoritairement musulmanes, n'est-ce pas, pour faire face à cet impérialisme européen. Mais il se donne le titre même de l'Almami, pour, n'est-ce pas, avoir toujours la sympathie de ces populations majoritairement musulmanes. Mais dans la pratique, ce qui est constaté, c'est que Samori était tout sauf un guide, un Almami. Et ce qui même a créé l'inimitié entre les populations et Samori. Parce qu'en effet, Samori, au plan politique, a mis en place un gouvernorat pour pouvoir dominer la population. Au plan économique, évidemment, le circuit commercial était désorganisé, sans parler des captifs qui étaient, n'est-ce pas, dans le cadre du commerce. Vous dites que votre thème est d'actualité, n'est-ce pas, effectivement, mais qui a... Okay. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire pour repréciser un peu votre thème et aussi répondre à Doubi. Je crois qu'elle avait dit que pourquoi forcément c'est toujours l'islam, mais je vais dire que ça ne date pas de maintenant et toutes les régions sont concernées par cette politique d'embrigadement. Ma préoccupation, ma question est la suivante. Vous avez dit dans votre discours, n'est-ce pas, que le leader Mohamed Youssouf, qui a créé Boko Haram, fut exécuté par les autorités militaires nigérianes en 2009. La question est la suivante. Est-ce que ce n'est pas cette exécution qui est le facteur clé de la violence, n'est-ce pas, exercée par ce mouvement envers l'État et éventuellement la population? Merci pour votre attention. Merci Ladi. Abdoulaziz, il faut patienter. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Merci à M. Abba. Et vous parlez tout à l'heure je suis Abdoulaziz, donc je suis stagiaire aussi au Centre national d'études stratégiques et de sécurité du Niger. Et vous parlez de perspectives dans vos propos tout à l'heure et que la jeunesse part pour des objectifs financiers puisque vous dites qu'il y a une démystification de l'argument religieux. Selon vous, quelle est la place du dialogue doctrinal dans la région? Merci. Abba, on va prendre la dernière main levée. D'accord. Ibrahim Seini. Ibrahim. Oui, je suis là. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je dis Cléo Asseli à Abba. J'aimerais revenir un peu en arrière sur votre présentation pendant le premier temps du mouvement Boko Haram dont vous avez évoqué depuis 2002 à travers leur technique de persuasion par les prêches.
j'ai fait des recherches, je travaille sur l'interreligieux pour mes recherches doctorales. J'ai séjourné à Difa où on m'a parlé de Mukabala. Donc, j'aimerais assez que vous reveniez un peu sur cette période pour évoquer cet aspect, bien que vous l'avez un peu abordé dans votre présentation. Les cas, les Mukabala qui ont même amené des clashs, même des bagarres à un moment donné à Difa. Merci. Ok, Abba, vous avez la parole. Très bien, merci. Merci vraiment à l'ICAO d'avoir créé les conditions de cette discussion dont je ne cesse de voir l'intérêt à travers des questions vraiment intéressantes. Alors, pour notre ami qui participe depuis le nord de la Côte d'Ivoire, si j'ai compris, la question est intéressante et je vais donner un point de vue vraiment personnel que je vais essayer d'argumenter. Honnêtement, pendant la période de Mohamed Youssouf, rien n'indiquait que Boko Haram allait basculer dans la violence. Et à mon avis, il y a une lourde responsabilité de l'État du Nigeria d'avoir exécuté Mohamed Youssouf dans le basculement de Boko Haram dans la violence. Rien aujourd'hui ne permet de dire que si Youssouf avait été laissé en vie, jugé comme ça se doit dans un État démocratique, Boko Haram serait peut-être resté le mouvement qu'il a été de 2002 à 2009. Un mouvement non violent avec d'autres considérations. Mais le fait que Youssouf ait été exécuté, ce n'est pas que Youssouf qui a été exécuté, il y a eu une violente répression, et vraiment une violente répression avec des centaines de personnes qui ont été arrêtées, emprisonnées au motif qu'ils sont des proches de Boko Haram. Et ça, cet événement de l'exécution de Youssouf et la répression implacable avec des civils qui ont été à créer les conditions du basculement de Boko Haram dans la violence. Parce que ce que je dois préciser et qui peut aller dans le sens de cette argumentation, c'est que pardon, les premières armes de Boko Haram ont été des armes récupérées dans l'attaque de commissariat. Puisque les forces de sécurité ont fait la répression, les partisans de Boko Haram ont attaqué le commissariat et ont pris les premières armes. Et c'est comme ça que le mouvement a commencé à basculer dans la violence. Donc, je pense que la question est pertinente et que, à mon avis, en tout cas, Boko Haram n'aurait pas été le mouvement qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette exécution de Youssouf et cette répression implacable. Notre ami du CNES a demandé si il y avait la place du dialogue doctrinal dans la religion. C'est évident que dans le cas de Boko Haram, dans le cas des autres mouvements du Sahel, il y a des divergences d'interprétation de certains faits religieux. Vous savez que même par rapport au djihad, notre ami a parlé de Samori. Et beaucoup de gens aujourd'hui, dans l'interprétation, disent que la période du djihad est terminée. Beaucoup de gens, il y a des gens qui disent que à partir du moment où on a descendu la période de Ouliyah al-Qahirun, qui dit que bon, Ouliyah al-Qahirun la abdu mata abdu wa la antum abdu nama abdu. Donc, à toi ta religion, à moi la mienne. Beaucoup de gens interprètent ça que comme la fin du djihad tel qu'on l'a connu pendant la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de justification au djihad tel que les gens veulent le faire. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce que les groupes font dans le Sahel en convoquant l'islam ou en tout cas dans la promotion du type de djihad qu'ils font aujourd'hui. Donc, il y a des débats doctrinaux qui traversent souvent les groupes djihadistes, mais ce qui est important dans les conquêtes des territoires, dans l'affrontement entre l'État islamique au Grand Sahara et le Djinim, c'est plus de considération de positionnement, d'occupation de territoire et d'affiliation. Les uns sont affiliés à Al-Qaïda, les autres sont affiliés, c'est plus ces considérations-là qu'il faut. La toute dernière question qui a été posée par rapport au prêche à la période de Youssouf,
C'est clair que il y a toujours, pendant cette période-là, comment dire, il y a des guerres de positionnement. Et DIFA n'a pas échappé à cette rivalité parce que les gens pensent que vous prêchez sur leur territoire, que c'est leur parti, que vous ne devez pas venir. Et ça a créé justement des situations de clash, surtout quand les gens voient que il y a plus de monde qui vient à telle prêche qu'à telle autre. Il y a des choses qui se disent là-bas qui ne se disent pas ici. Et on a créé cette confusion et DIFA n'a pas échappé. On connaît, pour moi qui ai grandi à DIFA, on a vu venir ce que les gens appelaient le mouvement Izala, les Izalistes qui sont venus à DIFA. Et à l'époque déjà, on disait que telle mosquée est une mosquée des Izala, telle mosquée ou tel endroit de prêche est un prêche des gens des Izala. Et ça a créé justement, par exemple, des différences d'appréciation. Les gens disaient qu'on ne doit pas se réunir pour le 7e jour pour faire la fatia du 7e jour, le baptême. Les gens des Izala disaient qu'on peut le faire à la mosquée après la prière et on se disperse, alors que habituellement, la tradition, c'est qu'au 7e jour de la naissance de l'enfant, on se réunit, on fait une grande fatia, on mange, on donne le nom, on officialise le nom de l'enfant, puisque maintenant le nom est connu avant même le baptême. On officialise le nom de l'enfant. Donc, il y a toutes ces considérations, toutes ces petites rivalités qui ont amené justement à des clashs à DIFA. Mais à la différence de ce qui s'est passé un peu au Nigeria, il n'y a pas eu d'affrontement à grande portée avec des violences, des morts d'hommes. Souvent, il y a eu quelques invectives qui ont été vite maîtrisées et je pense que ça, c'est une bonne chose qu'on n'ait pas basculé parce que vous savez, l'affrontement religieux est celui qui arrive vite. Et souvent, quand ça devient religieux, on peut avoir vraiment beaucoup de victimes. Merci. Merci, Abba, pour ces réponses fort intéressantes. Clara, on n'a pas eu de voix féminine et je pense que tu peux porter la voix des femmes avec les questions qui ont été portées dans le chat. Absolument. Donc, on a encore 2 questions qui vont peut-être venir clore notre discussion d'aujourd'hui. Donc, d'abord, une question de Walid Nassef qui demande à quel point Boko Haram et les autres groupes menacent la réalisation du gazoduc Nigeria-Algérie et quelle influence religieuse les pays du Maghreb comme le Maroc peuvent jouer via les confréries pour stopper cet extrémisme. Et on a une autre question d'Angelin Conan qui demande « Face au discours de radicalisation, les États ont-ils mobilisé des campagnes de désinformation avant l'action militaire ?» Je laisse la parole à M. Abba. Très bien, j'étais en train de noter les questions. Alors, le gazoduc Nigeria-Algérie passe par le Niger, il part du Nigeria, il passe par le Niger, et la menace ne viendra pas de Boko Haram parce que Boko Haram, c'est plus au sud-est. Et le gazoduc partirait, par exemple, passerait par le centre du Niger, la région de Zinder, Kano, Zinder, et remonter vers Agadez et puis à Samaka, la frontière avec l'Algérie. Donc, il n'y a pas Boko Haram dans cette zone. Mais il peut y avoir de l'insécurité résiduelle parce que la zone on n'est pas loin de la Libye, on n'est pas loin de l'Algérie. Et donc, la menace ne viendrait pas de Boko Haram, mais elle viendrait d'autres mouvements qui peuvent être dans la zone, mais pas surtout de Boko Haram. Et à mon avis, si l'Algérie, puisque c'est l'Algérie qui va piloter ça, l'Algérie a les capacités militaires d'assurer la sécurité du gazoduc. Le Niger pourra assurer la sécurité sur son territoire et l'Algérie pourrait prendre le relais pour assurer la sécurité. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, comme on a appris dans le cadre du gazoduc, c'est que l'Algérie, puisque le défi était le financement, maintenant l'Algérie, compte tenu des enjeux, était prête à faire la construction de la partie entre le Niger et jusqu'à sa frontière. Donc, l'Algérie pourrait s'occuper à la fois de sa partie et de la partie nigérienne. Et compte tenu aujourd'hui du contexte international, puisque personne ne veut plus acheter le gaz à la Russie, tous les pays regardent vers les gazoducs, le gaz d'origine d'autres régions du monde. Ce gazoduc-là prend sous son sens et on sait que
Aujourd'hui, l'Algérie est un des pays les plus courtisés par l'Europe. Les Italiens sont allés, la France est allée, l'Espagne aussi, tous les pays regardent vers l'Algérie pour construire ces gazoducs et pouvoir approvisionner l'Europe qui ne veut plus acheter du gaz de la Russie à cause de l'invasion de l'Ukraine. Donc, la sécurité n'est pas menacée par Boko Haram. À mon avis, le défi était un défi du financement. Et le financement est presque acquis et compte tenu des enjeux, j'imagine que l'Algérie, qui est une des puissances militaires du continent africain, surtout de cette partie du Sahel, mettra les moyens qu'il faut pour sécuriser. La place des confréries pour contrer le discours, il n'y a pas, comme j'avais dit, en réalité, il n'y a pas de confréries religieuses à part le Sénégal, mais on a vu qu'il y a des organisations de chefs religieux comme en Mauritanie ou les oulémas, et on peut aussi voir les associations, des associations islamiques du Niger, le Haut Conseil des musulmans, le Haut Conseil islamique du Mali, qui était dirigé par l'imam Diko, et tout ça peut être justement des leviers qu'on peut actionner dans la lutte contre le terrorisme. Malheureusement, jusqu'ici, il n'y a pas eu une exploitation du potentiel qu'ils représentent à sa juste valeur. Et je pense qu'on peut les impliquer davantage, au moins pour déconstruire, pour déconstruire le narratif des groupes islamiques. Et de ce point de vue-là, les États doivent travailler. J'ai entendu en 2017 à la conférence de Dakar sur la sécurité, le président Macky Sall dire qu'il faut absolument justement créer un contre-discours, un narratif, mais ça n'a pas été suivi de fait. Il faut absolument, justement, pour contrer le discours de la radicalisation, construire un contre-discours à l'intention surtout des jeunes pour leur montrer que ce qui est dit n'a rien à voir avec l'islam et leur montrer que c'est une impasse de rejoindre le groupe terroriste parce qu'on n'a pas du travail. Mais il faut, à côté de ça, je pense que pour être crédible, le discours doit être soutenu par une offre en direction de la jeunesse, notamment, régler les questions de perspectives d'emploi, régler les questions de travail, régler les questions de l'occupation des jeunes. Il faut donc, et ça amène à une réflexion globale de notre société. On ne peut plus former des jeunes, leur donner des diplômes pour qu'ils partent s'asseoir à la maison. Il faut que les diplômes, il faut que les études ouvrent la voie à du travail ouvrir la voie du travail, c'est faire reculer la pauvreté, c'est construire la richesse et c'est enlever le terreau favorable parce que acheter des voitures, acheter des avions, tout ça, c'est bien. Mais si on n'enlève pas l'argument qui peut séduire les jeunes, notamment l'absence de travail, on risque de se retrouver encore dans des années à regretter le type de réponse qu'on a apporté aux défis sécuritaires au Sahel. Merci beaucoup, Abba. Merci à tous les participants. Je vois une dernière main en l'air. Herman Guy, ça va être la toute dernière question. Avec votre permission, Abba Sédik. Ah, bien sûr, avec plaisir. Oui, alors vous m'entendez, oui? Oui, allez-y. D'accord, je remercie M. Abba pour cette conférence. Elle est vraiment enrichissante. Je ne suis pas musulman, je suis un chrétien catholique, mais je m'intéresse tout de même à la question du djihadisme en Afrique parce que tout le monde est concerné. Vouloir fermer les yeux sur ce qui se passe en Afrique, c'est vraiment grave. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de suivre véritablement et de comprendre le fonctionnement du système de Boko Haram. Mais je voudrais savoir, est-ce que ce développement du terrorisme, du djihadisme en Afrique n'a pas plutôt un enjeu économique, c'est-à-dire que le sous-sol de l'Afrique est riche? Est-ce que armer des djihadistes ne permettrait pas à certaines grandes puissances internationales de pouvoir exploiter de façon illicite notre sous-sol? Voici ma question. Alors, la question est intéressante, elle revient souvent, mais c'est qu'on ne peut pas exploiter le sous-sol dans l'insécurité. On a vu, par exemple, que même les questions du développement, pardon, même les questions du développement, il était question de construire une route transnationale qui permettrait de relier le Niger et le Tchad, et vous savez qu'on est dans les schémas transnationaux. Mais du fait de l'insécurité, la construction de cette route a été beaucoup retardée.
parce qu'on ne peut pas exposer les gens. Et là aussi, côté malien, dans le cadre de la construction du barrage de Kandadji, il y a eu des chantiers qui ont été attaqués par les groupes djihadistes. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, les djihadistes ont intercepté au Burkina, je pense que c'est au Burkina ou au Mali, un convoi de 19 semi-remorques qui transportaient des biens et les camions ont été entièrement brûlés. Donc, si on veut exploiter la richesse de l'Afrique, il faut au moins attendre que les conditions soient réunies. Et je ne pense pas vraiment que la situation aujourd'hui puisse être reliée au contexte d'exploitation des richesses. Parce que, bon, le Sahel n'est pas, sans doute qu'il y a des richesses au Sahel, mais le Sahel n'est pas la région la plus riche d'Afrique. Mais c'est clair que la situation sécuritaire au Sahel, elle est importante pour le développement. Et je pense que, en tout cas, je peux me tromper, mais à mon avis, même nos partenaires qui lorgnent nos richesses ont intérêt à nous aider à asseoir la paix et la stabilité. Ensuite, ils peuvent exploiter les richesses. Et je suis sûr que les contrats qui ont été jusqu'ici négociés avec nous n'ont pas toujours été des contrats équitables. Mais pour pouvoir nous imposer même des contrats qui ne sont pas équitables, il faut au moins qu'il y ait la sécurité, parce que je ne vois pas aujourd'hui des gens partir. D'ailleurs, ceux qui lorgnent les richesses de l'Afrique ne partent même plus en Afrique. Aujourd'hui, on dit que le Sahel est en zone rouge, il y a beaucoup de gens qui ne partent même pas, même des amis chercheurs ou des amis journalistes, souvent occidentaux, ne partent pas dans ces zones-là. À plus forte raison, des gens qui vont aller exploiter des mines, ils n'iront pas. Donc, en tout cas, nous avons intérêt, moi, par contre, ce dont je suis convaincu, c'est que la réponse aux défis sécuritaires doit venir de nous-mêmes. Nous devons nous organiser, mutualiser nos moyens, trouver des solutions africaines, trouver une mobilisation africaine. Vous avez vu, j'en termine là, à titre de comparaison, les pays du G5 Sahel avaient besoin de 400 millions pour monter leurs forces, personne ne leur a donné. Aujourd'hui, si vous comparez en Ukraine, il y a eu 50 milliards peut-être qui ont été donnés à l'Ukraine. Donc, il faut apprendre à compter sur soi-même, sur ses propres forces, et puis pour trouver des solutions africaines au problème africain. Merci, Abba Siddiq. Et je réponds à la question, la phrase de la fin. Il faut compter sur soi-même pour trouver des solutions durables à nos problèmes africains. Merci à tous et à tous pour cette conférence, la première de l'année 2023, que je vous souhaite au nom de Marie-Nathalie et de ICAO, prospère en termes de réalisation du projet. Le prochain rendez-vous, c'est le 2 février. Ce sera avec Cécile Dimanche et sa présentation va porter sur Capital esthétique et agency des femmes musulmanes à N'Djamena. Ce sera à la même heure, midi 45, heure de Montréal et 17h45 GMT. Clara, ou bien c'est quelle heure? Ça va être midi, simplement. Midi, okay, heure midi. de Montréal, c'est ça. Ok, exact. midi, heure de 18 Montréal, c'est-à-dire 17h, heure d'Accra, Abidjan, et 18h, heure de Niamey, Cameroun et du Tchad. Exact. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, Ali Kao. Bonne année, merci beaucoup vraiment. Ça a été un plaisir, merci beaucoup. Merci à vous, passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Déjà la soirée.